Bonjour amis photographes. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'IA générative a été intégrée dans Photoshop et comment l'utiliser. Et je voudrais en profiter pour partager avec vous quelques craintes que j'ai car quand on est photographe, il y a de quoi avoir un peu peur. Ces derniers temps, nous parlons beaucoup d'intelligence artificielle, mais il faut savoir que cela n'a rien de nouveau. Et dans le domaine de la photographie, on l'utilise depuis les années 90. Les premières applications concrètes de réseaux de neurones appliqués dans l'informatique pour nos appareils photo est apparu quand on a voulu perfectionner la mesure matricielle pour l'exposition. Et c'est encore beaucoup plus utilisé pour mettre au point les algorithmes d'autofocus. Mais de quoi parle-t-on exactement en fait, puisqu'on mélange un petit peu tout, et quelle est la différence entre ces applications-là et l'IA générative dont on va parler aujourd'hui? En fait, l'intelligence artificielle qui est exploitée notamment pour améliorer les performances de l'autofocus et permettre, par exemple, au Nikon Z8 qui est en train de me filmer d'aller faire la mise au point exactement sur l'œil, et il affiche d'ailleurs bien dans le viseur un petit carré sur mon œil pour montrer que la mise au point est très précise et que l'appareil photo a détecté non seulement mon visage, mais mon œil. En fait, ces technologies-là exploitent des réseaux de neurones pour faire de l'apprentissage. Mais les réseaux de neurones sont utilisés par les développeurs en soumettant un très grand nombre de cas concrets à un réseau de neurones d'apprentissage dans les laboratoires. Les appareils photo n'embarquent pas l'intelligence artificielle par elle-même, mais les algorithmes basés sur des réseaux de neurones qui sont utilisés par les ingénieurs qui développent les firmware de nos appareils permettent de fabriquer un algorithme qui, lui, est implanté dans l'appareil, et c'est cet algorithme-là qui est fabriqué par de l'intelligence artificielle. L'appareil photo, lui, ne fait qu'exécuter un algorithme relativement classique, mais très performant, grâce à l'intelligence artificielle, mais l'appareil photo lui-même n'embarque pas de l'intelligence artificielle qui lui permettrait de faire de l'apprentissage par l'utilisation. Par exemple, c'est pas parce que vous allez utiliser votre Nikon Z8 dans des situations très complexes et que vous allez réussir à faire la mise au point dans des cas complexes que l'appareil photo va devenir plus performant. Un Nikon Z8 utilisé par quelqu'un qui l'utilise dans des conditions très difficiles et un Nikon Z8 qui sort de la boîte qui est tout neuf aura exactement le même comportement d'autofocus. Donc l'intelligence artificielle ici est utilisée pour la mise au point des logiciels. Dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui dans Photoshop, la situation est complètement différente parce que d'abord en termes d'utilisation, on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour fabriquer une image qui n'existe pas et qui n'est pas simplement le choix d'une image dans une banque d'images comme certains l'imaginent, mais là le Photoshop va, à travers les fonctions qu'on va utiliser, fabriquer une image qui est faite exactement adaptée aux besoins qu'on en a et aux questions qu'on va poser à Photoshop, aux requêtes qu'on va soumettre au logiciel. Et pour ce faire, en fait, on va directement être en interface avec un système qui exploite des réseaux neurones, de l'intelligence, cette fois-ci artificielle réelle. Et pour ce faire, même si j'ai un ordinateur qui est relativement puissant, même s'il est un peu ancien, à côté de moi ici, c'est un iMac Pro qui dispose d'un beau processeur Intel Xeon. Bon, il a quand même 6-7 ans, donc en matière d'informatique, c'est peut-être un ancêtre. Bon, il garde quand même pas mal de puissance, mais c'est pas lui qui va générer les images qu'on va créer aujourd'hui ensemble. En fait, ce qui va se passer, c'est que mon ordinateur est connecté à Internet, et c'est ma connexion à Internet qui va finalement communiquer avec des data centers chez Adobe, et ce sont ces data centers-là qui vont exploiter les données et les requêtes qu'on va faire ensemble, les questions qu'on va poser à Photoshop pour créer des images, et ces images-là vont être créées dans un data center, et le résultat va être envoyé sur mon ordinateur. Donc là, on parle vraiment, et ça c'est quelque chose qui est nouveau dans le monde de l'image, on parle vraiment d'IA générative, d'intelligence artificielle générative, parce que l'intelligence artificielle est vraiment exploitée de manière directe pour, comme son nom l'indique, générer une image, fabriquer une image qui n'existe pas.
Et même si on conserve les mêmes principes d'apprentissage, c'est-à-dire que les systèmes que Adobe a mis en data center pour créer le fameux Firefly, qui est l'outil logiciel d'Adobe de génération d'images, est abreuvé d'un très grand nombre d'images pour apprendre ce que c'est que telle ou telle image, que tel ou tel sujet. Les images que Photoshop va nous proposer en tant qu'images générées automatiquement sont des images qui sont générées expressément pour notre exercice aujourd'hui et par rapport aux requêtes qu'on va soumettre. Donc l'IA générative, c'est vraiment un pas en avant qui permet finalement, en se connectant à un data center qui exploite des machines très puissantes, qui permettent de fabriquer, de générer des images complètement artificiellement, en tenant compte de photographies, on va le voir, de photographies que j'ai prises et que je veux modifier, mais également en prenant en compte de l'intelligence artificielle qui va fabriquer une image. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Passons maintenant sur l'ordinateur pour se confronter à deux cas concrets. Pourquoi deux cas? Parce que Photoshop utilise l'IA générative dans deux domaines bien particuliers. L'un pour étendre une image en dehors du cadre, pour presque recadrer l'image en dehors du cadre de la prise de vue, et d'autres fonctions qui permettent de remplir des zones de l'image avec une image différente de celle d'origine, donc de modifier la photographie. Donc nous allons explorer ces deux outils dès maintenant. Allons-y. Je vous propose d'ouvrir une première image, c'est une photo prise avec le Nikon Z8, donc ici c'est un fichier RAW que je vais ouvrir avec Photoshop. Bon, l'objet ici n'est pas de vous montrer comment on utilise Camera Raw. J'avais déjà paramétré finalement Camera Raw pour ouvrir correctement ce fichier, donc je l'ouvre dans Photoshop. Le voici. Donc c'est une photographie que j'ai prise au Mont-Verrier, donc au-dessus du lac d'Annecy. Et ce que je vais vous montrer dans ce premier exemple, c'est l'IA appliquée à ce que Adobe appelle le développement génératif. Pourquoi développement? Parce que c'est une fonction qui permet d'aller créer une image en dehors du cadre. Donc imaginons ici, donc c'est un bon exemple hein, sur de photos de paysage où finalement j'ai fait un cadrage vertical et puis après coup on pourrait très bien se dire bah, c'est un petit peu dommage finalement, mais on a finalement les falaises des Dents de l'Enfant avec derrière en arrière-plan pour les gens qui connaissent hein, l'intournette qui est ici caché par les nuages, mais sur notre droite en bas à droite il y a le lac d'Annecy. Donc c'est un petit peu dommage, on pourrait dire, bah zut, je me suis trompé, parce que bon, c'était pas le cas là en l'occurrence, mais on pourrait dire, je me suis trompé, j'aurais voulu faire un cadrage horizontal de l'image. Eh bien, qu'à cela ne tienne, maintenant Photoshop permet de faire ce genre de choses. Donc on sélectionne l'outil recadrage, et puis ce qui est de nouveau ici, c'est que vous avez la gestion du fond ici avec un menu déroulant. Par défaut, ça peut être cette transparence si on sort du cadre. On pourrait également avoir remplir par rapport à un contenu, mais aussi on a une option ici qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui est le développement génératif. Donc je choisis simplement développement génératif, et puis je vais par exemple tirer sur l'image pour faire à peu près un cadrage en 3,5 mais à l'horizontale, voilà. Et donc avec une ancienne version de Photoshop, ici j'aurais eu une zone transparente. Et ici, vous voyez que ce qui est aussi nouveau depuis à peu près 2 ans dans Photoshop, c'est qu'on a sous la zone sur laquelle on travaille toujours une barre d'outils contextuels qui s'affiche toujours en dessous de la zone sur laquelle on travaille. Et en l'occurrence, comme j'ai activé le développement génératif du recadrage, Photoshop me propose soit de générer, c'est ce qu'on va faire là, générer l'image qui manque. Je pourrais également, on le fera après, donner des instructions sur le contenu à générer. Donc, demandons à Photoshop de générer l'image sans aucune instruction. Donc ce que vous allez voir qui est nouveau, c'est que le logiciel met un certain temps finalement pour générer l'image. Pourquoi? Eh bien parce qu'on fait appel, comme je le disais tout à l'heure, à des informations qui sont distantes en data center.
Et dans la palette des propriétés, vous voyez qu'il y a 3 zones, puisque le logiciel va tout de suite nous proposer 3 solutions différentes. Donc là, il nous a carrément mis la tournette en bord de mer, hein, ce qui est assez original, mais on peut choisir d'autres variantes. Vous voyez, si je clique sur une deuxième variante, le logiciel ici va créer une variante où finalement, sous la tournette, c'est une vallée, le lac a disparu. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Vous voyez qu'on peut choisir différentes variantes. Si je clique de nouveau sur le bouton générer, il va me fabriquer 3 autres variantes directement. Je ne sais pas s'il y aura un lac ou pas, puisque je n'ai saisi aucune instruction. Là, ce que génère Photoshop, c'est des variantes. Donc ici, avec une route, vous voyez qu'il peut y avoir des choses assez différentes. Mais ce qui est toujours fort, c'est que si vous voyez la jonction finalement entre la photo initiale et la partie générée, vous voyez qu'il y a une continuité parfaite. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas la tournette et le mont Verrier d'où j'ai pris la photo ne verrait rien de particulier. Les différentes solutions sont vraiment bien faites, et on voit même qu'il y a des taches de lumière qui illustrent bien le soleil qui passe à travers certains nuages, avec la même ambiance que ce qu'il y avait sur ma photo d'origine. Bon, cela dit, j'aimerais bien qu'il y ait un lac en bas, parce que mon idée c'était de retrouver le lac d'Annecy, donc je peux lui expliquer que à droite de l'image dans la vallée, allez, n'hésitons pas à être assez verbeux, dans la vallée, placer un lac. Et puis je génère avec ces instructions-là. Et cette fois-ci, le logiciel va sans doute nous proposer que des variantes avec un lac. On va voir. Donc, je suis désolé, mais il faut un petit peu de temps pour que les calculs à distance se fassent et que les images soient proposées. Donc vous voyez, là on en a bien une image avec un lac qui apparaît. Donc vous voyez des images assez différentes. Je ne sais pas si, j'ai jamais essayé, si je dis que c'est pas un lac, mais le lac d'Annecy, est-ce que ça change grand-chose? C'est pas sûr du tout. Hein. Pardon. Voilà. Donc voilà, on a un lac un peu différent, cette fois-ci avec... bon, ça ressemble plus à un lac de montagne, mais c'est pas le lac d'Annecy. Hein. Donc vous voyez, différentes variantes. Alors, à partir du moment où vous avez choisi une variante qui vous convient, en fait, ce qu'il faut aussi faire, c'est que vous voyez ici, il y a une petite icône qui permet finalement d'obtenir une image en plus haute résolution. C'est-à-dire que si on zoome dans l'image, je vais vous montrer, vous voyez qu'il y a l'image, quand même, entre la partie gauche de l'image où on a encore la photographie initiale et la partie droite, vous voyez qu'on manque de résolution. Et donc ça se traite très facilement. Ici, une fois qu'on a choisi la bonne variante, ici vous avez une petite icône, vous cliquez dessus, et le logiciel va charger une image en plus haute résolution. Ce qui permet finalement, quand on est dans la phase de recherche, de ne pas patienter trop longtemps et charger des images de trop haute résolution qui prennent encore plus de temps à être générées. Donc on ne génère en plus haute résolution que l'image qui convient. Voilà, mais c'est quand même à la fois impressionnant et un peu inquiétant, parce que on a fabriqué une image qui est très réaliste. On retrouve encore ici, de manière encore plus marquée, des trous de lumière qui correspondent bien finalement aux trous qu'il y a dans le ciel. Donc l'image est très réaliste, elle se raccorde parfaitement avec ma photo initiale, mais elle est artificielle. Je sais pas si... je pense que certains d'entre vous doivent connaître le lac d'Annecy. C'est pas du tout ce qu'on voit là, mais l'image est artificielle, mais elle est hyper réaliste. C'est dans ce sens-là que ce que je disais en introduction à cette vidéo, ce genre d'image me fait un petit peu peur, parce que on ne sait plus vraiment où est la réalité et où est la fiction. Et avec Photoshop, on mélange la réalité, mon image, si je la réaffiche que l'image, mon image photographiée réellement sur le terrain, avec quelque chose qui est généré complètement artificiellement. Et la limite entre les deux n'est pas du tout évidente pour quelqu'un qui ne connaîtra pas le lieu. Donc voilà pour ce qui est de
l'utilisation de l'IA en association avec le recadrage. Maintenant, on va passer à quelque chose d'encore plus puissant et quelque part plus inquiétant, puisqu'on va utiliser maintenant l'intelligence artificielle pour remplir ou modifier certaines zones de l'image. Et comme il y a encore davantage d'interactions entre le photographe et le logiciel, les résultats sont encore plus variés et quelque part plus perturbants. Allons-y. Avant de passer à la démonstration des fonctions de développement génératif de Photoshop dopées à l'IA, je voudrais faire un petit point quand même sur le prix des abonnements à Creative Cloud, puisque même si c'est pas très visible, l'intelligence artificielle est facturée par Adobe aux utilisateurs. En fait, Adobe a introduit une notion de jeton génératif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va solliciter l'intelligence artificielle, on va consommer un de ces jetons. Typiquement, dans l'exemple qu'on vient de voir juste avant avec le paysage au-dessus du lac d'Annecy, j'ai sollicité l'IA générative 4 fois, puisque j'ai fait 2 requêtes sans question, de manière à avoir 6 exemples, puis j'ai posé 2 questions différentes, l'une avec un lac générique et puis ensuite une de seconde avec, en précisant le nom du lac d'Annecy. En faisant ça, j'ai consommé 4 jetons. Et le nombre de jetons dont on dispose chaque mois dépend de l'abonnement qu'on a. Quand on a un abonnement Creative Cloud à toutes les applications, on dispose de 1000 jetons, c'est-à-dire qu'on peut faire 1000 requêtes de ce type-là chaque mois. Si vous avez un abonnement pour une seule application, vous avez un lot de 250 jetons. Et si vous avez un abonnement photographique à Lightroom seulement ou à Lightroom plus Photoshop récent, vous ne disposez seulement que de 100 jetons. Au-delà de ce lot de jetons, vous pouvez en acheter d'autres quand ils sont épuisés, mais évidemment c'est payant. Donc attention à ne pas utiliser l'IA générative de manière trop fréquente quand vous avez un abonnement à une seule application ou à seulement Lightroom. Il ne faut pas se faire d'illusions, les entreprises comme Adobe font tout payer et ce nouveau service d'intelligence artificielle générative est lui aussi payant. Pour illustrer comment fonctionnent les fonctions de remplissage génératif, je vais utiliser une photo d'un chien qui se promène dans un parc, une photo toute simple que je vais grandement modifier. En fait, l'idée de cette modification provient d'un sujet que j'ai traité avec des amis photographes d'un collectif qui s'appelle l'atelier Indice 17. C'est un atelier que nous avons créé il y a de nombreuses années et qui nous permet de travailler en commun sur des thèmes qu'on choisit et qui nous permettent finalement tous ensemble de concrétiser régulièrement des expositions dans la région de Valence. Il y a 2 ans, nous avions choisi le thème un chien dans un jeu de quilles et j'avais envie de traiter le sujet au premier degré en photographiant un chien qui se promènerait sur une route en chantier, au milieu des cônes de chantier, ce qui illustrerait bien de manière très premier degré un chien dans un jeu de quilles. Malheureusement, j'ai pas trouvé de situation qui se présentait à moi, qui m'aurait permis de faire cette photographie-là. Donc j'ai eu l'idée, en concertation bien entendu avec mes amis, d'essayer de tenter l'utilisation des fonctions d'intelligence artificielle de Photoshop pour créer une image de toute pièce à partir d'une photo d'un chien qui se promène dans un parc. Donc c'est ce que je propose de reproduire avec vous maintenant à partir de cette photographie initiale du chien dans un parc. Donc comment fonctionne l'IA générative? Eh bien on va d'abord remplacer l'arrière-plan. Donc vous voyez qu'on a toujours en bas de l'image la barre contextuelle et qui nous permet de supprimer l'arrière-plan. Elle nous propose ça d'emblée, alors que la photographie est ouverte et qu'aucune opération particulière n'a été réalisée. Donc je vais cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Et vous voyez que le chien apparaît tout seul sur un fond transparent et que la sélection est assez grossière. Donc on pourrait avoir envie, vous voyez que j'ai les outils ici, on pourrait avoir envie d'utiliser par exemple une tablette graphique pour redessiner la queue du chien, pour compléter la laisse, puisqu'il manque une partie de la laisse ici et que c'est bien dommage. Mais vous allez voir que les fonctions d'IA générative de Photoshop vont en tenir compte et dans les proportions
propositions qui vont nous être faites d'arrière-plan, quand on va demander de remettre le chien sur une route, eh bien, ces imperfections vont être gommées. Donc, comme toujours, il faut faire une requête, de poser une question ou demander quelque chose à l'IA. Donc ici, vous voyez qu'on peut générer un arrière-plan. Donc il suffit de cliquer dans cette zone de texte-là. Et puis, je vais décrire ce que je veux. Je vais dire le chien court sur une route, qui est simplement ce que je veux obtenir. Et donc, je lance la génération, et comme tout à l'heure, la génération prend un petit peu de temps, puisqu'il faut aller poser des questions à un data center, qui est peut-être aux États-Unis ou bien ailleurs en Europe. Je sais que Adobe utilise souvent des serveurs Amazon, et il y a de gros data centers en Irlande, donc peut-être que notre arrière-plan vient simplement d'Irlande, je ne sais pas. Et vous voyez que tout de suite, le logiciel nous propose différentes solutions, et donc certaines solutions qui sont vraiment très sympas, comme la troisième, puisque là, vous voyez que l'IA a quand même généré l'ombre du chien, qu'on a du flou dans la direction de déplacement, et les défauts qu'on voyait tout à l'heure, je vous avais promis qu'on aurait un bon résultat, mais je ne me suis pas trompé, puisque là, on retrouve la queue du chien, la laisse a été complétée, et on se retrouve avec une image finalement assez réaliste du chien avec son ombre et qui court sur une route. Je trouve quand même que c'est assez impressionnant, et comme je disais en introduction, je trouve que ce genre d'image réalisée aussi simplement, vous avez vu que j'ai simplement, à travers 3 propositions, trouvé tout de suite une proposition qui me convient parfaitement. Je trouve que ça fait un petit peu peur. Alors, pour aller plus loin, pour rajouter un élément dans l'image, il faut, comme le nom de la fonction l'indique, puisqu'on travaille avec du remplissage génératif, il faut indiquer quelle est la portion d'image qui doit être remplie. Je vais par exemple utiliser un lasso avec une... je vais mettre un petit contour progressif pour que ce soit plus réaliste, mais c'est pas hyper important finalement, parce que l'IA est tellement précise que le fait d'avoir un contour progressif ou pas va pas trop changer les choses. Par contre, je vais positionner l'endroit où je veux avoir un plot. Donc je voudrais avoir un plot ici dans le bord de la route, donc je vais dessiner un plot qui est quand même assez grand, parce que c'est un plot de chantier par rapport au chien. Donc je dessine une zone, il faut que la taille soit à peu près réaliste, et je voudrais qu'il y ait un cône de chantier qui apparaisse là, donc je vais simplement dessiner cône de chantier. Et on va voir ce que Photoshop peut nous générer avec simplement quelques mots. Et les cônes de chantier devraient illustrer un chien qui se promène dans un jeu de quilles. Vous savez que j'ai l'esprit mal tourné pour créer des images au premier degré. Et ben voilà, vous voyez, le premier résultat est déjà sympa, puisque le cône est dans la bonne direction, c'est bien un cône de chantier, il est de la bonne taille par rapport au chien. À celui-là est trop flou. Je préfère le premier, donc restons sur le premier, qui est un cône à deux bandes. Ce qui serait peut-être sympa, c'est d'avoir un autre cône plus petit dans l'arrière-plan. Donc on va faire la même opération, et on va voir si le cône se marie bien avec l'arrière-plan. Je vais sélectionner une zone plus petite ici. Elle est peut-être un peu grande, on verra bien ici. Et puis je vais mettre, placer un autre cône de chantier avec 2 bandes blanches, peut-être, parce qu'il faut que celui soit du même type, avec 2 bandes blanches. Plus on est précis, plus on a de chance d'avoir le résultat qui nous convient. Donc à chaque fois qu'on lance une requête, vous voyez que Photoshop nous donne un petit conseil. Je pense qu'il veut nous faire patienter. Et le conseil est différent à chaque requête. Donc vous pouvez prendre un peu de temps pour le lire si vous voulez. Et vous voyez le résultat tout de suite. C'est quand même pas mal. Et ça illustre bien ce que je voulais. Nous pourrions poursuivre cette opération en complétant l'image. Par exemple, je pourrais rajouter un deuxième cône dans l'arrière-plan à droite du premier. Je pourrais également ajouter d'autres éléments pour aller encore plus loin. Mais le principe que je voulais vous montrer est bien illustré ici. Et vous voyez notamment que l'IA générative ne se contente pas d'aller chercher des images d'une banque d'images, puisque l'ombre sous mon chien, qui lui est issu d'une de mes photos, est quelque chose qui ne peut pas exister dans une banque d'images. Donc l'IA générative a vraiment fabriqué un arrière-plan et les cônes pour s'adapter aux requêtes que je demandais. Et c'est la puissance de cet outil-là qui quelque part me fait un petit peu peur, et
Pour terminer, je dois avouer que ça me donne plutôt envie de repartir sur certaines bases de la photographie et c'est pas ce genre de travail que j'affectionne, bien au contraire. Moi, je préfère, par exemple, travailler la lumière de mes clichés pour avoir tout de suite une image très sympathique qui est mise en valeur par l'éclairage ou par le point de vue choisi ou l'objectif que j'ai sélectionné pour prendre des photos. Et peut-être que pour une des prochaines vidéos, je repartirai sur certaines bases et pourquoi pas vous proposer une vidéo sur de la pratique de photo argentique. J'y pense un petit peu et peut-être que pour un prochain rendez-vous, vous aurez une vidéo qui est à l'opposé de ce qu'on vient de voir ici et qui repart sur des bases assez anciennes, puisque quand j'ai commencé la photographie dans les années, au début des années 80, je travaillais en argentique et j'ai envie de vous montrer certains travaux récents que j'ai réalisés avec ces solutions bien anciennes. Donc je vous dis à bientôt et peut-être pour des solutions bien loin des outils informatiques qu'on a vus aujourd'hui. Au revoir.